Donc, vous voyez, mon intuition était un petit peu juste, je pense, ou ma crainte était un peu juste, c'est-à-dire que lorsque l'on veut sortir des limites assez installées de l'universitaire pour aller vers un petit peu autre chose, pas facile de sortir des limites de l'universitaire. Je m'explique. Ça fait quelques temps déjà que je pensais que ça serait une bonne idée d'avoir, dans un cadre qui est un cadre extrêmement universitaire, qui est le nôtre, où on étudie surtout la littérature, la civilisation, la linguistique, etc. L'idée, c'est qu'il était intéressant de sortir un peu de ce cadre et d'aller voir et écouter des témoignages de gens qui, en dépit du fait qu'ils ont commencé comme étant universitaires, puisque notre invitée de ce soir, Marie-Hélène Delbourg-Delphis, est une diplômée d'une des plus prestigieuses écoles françaises, l'école normale supérieure, mais ce qui ne l'a pas empêché après de se lancer dans le monde des affaires, le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et je pense que pour nos étudiants, notamment, il est important à un moment d'avoir un peu de ces témoignages de ce que l'on peut faire aussi avec une langue étrangère, ou lorsqu'on est étranger, dans un environnement étranger, ce que l'on peut faire en dehors de simplement devenir prof, ce qui est très bien. Et en fait, moi aussi, je le suis, c'est parfait, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses qui sont possibles, et c'était un peu l'idée qui m'a guidé pour faire venir ici donc Marie-Hélène Delbourg-Delphis, qui vient de loin, puisque elle vient de Californie, où donc elle travaille maintenant depuis plus de 25 ans dans la fameuse Silicon Valley, lieu de pépinière d'entrepreneurs, d'entreprises, et je pense donc qu'elle a un témoignage intéressant à nous apporter. C'est la raison pour laquelle je la remercie d'avoir accepté de venir nous rendre visite dans notre petit coin perdu du Vermont. Mais je pense qu'elle aime bien ce petit coin perdu. Tout à fait. Donc, je crois que c'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Marie-Hélène Delbourg-Delphis, qui va nous parler donc de l'art de créer quelque chose, d'être une étrangère et de créer quelque chose, une entreprise notamment, et notamment aussi en ayant le français avec soi. Donc, bienvenue à Middlebury. Merci en tout cas. Personne n'a eu de mal à me convaincre de venir à Middlebury, que j'adore, donc c'était un parfait prétexte. Dans cette présentation, donc c'est un public un petit peu hybride, j'ai un petit peu de tout. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui envisagent de créer une entreprise? Envisager, oui. Ouais. Créer, ça peut Moi-même, j'ai enseigné, effectivement, après l'école normale, j'ai enseigné la philo. Et je dois dire que jusqu'à l'âge de 30 ans, je n'avais jamais imaginé une seule seconde que je deviendrais chef d'entreprise. J'avais même un certain mépris, pour dire, pour l'entreprise, parce que bon, quand on est effectivement élevé dans l'université française, on est un petit peu méfiant. En plus, quand on est philosophe, on croit tout savoir. Donc, on a tout contre soi, et en tout cas, l'entreprise n'est pas la première idée qui nous vient à l'esprit. Donc, quand on est étranger, à l'époque, il y avait très peu de femmes qui créaient des entreprises en France. En fait, en technologie, je crois pouvoir dire que j'étais la première en 85.
Quand je suis venue ensuite aux États-Unis, j'avais l'inconvénient d'être une femme et d'être française. Donc c'était un double problème. Je m'étais rassurée à l'époque en me disant que bon, les États-Unis sont un pays d'immigrants et le sont, bon, à l'époque, il y a 30 ans, beaucoup moins que maintenant. Mais donc là, les chiffres actuels sont très encourageants pour les entrepreneurs qui viennent d'ailleurs, puisque un quart, bien que la population des émigrants constitue entre 13 et 15% de la population, c'est en fait un quart des entrepreneurs qui sont des immigrants. Et un quart qui sont des inventeurs, un tiers qui sont des prix Nobel, et en fait, l'année dernière, 5 des 6 prix Nobel américains étaient des immigrants. 3 en physique, 1 en chimie, 1 en économie. Et il y avait effectivement Bob Dylan qui sauvait l'honneur en quelque sorte. Et bon, ses grands-parents étaient ukrainiens quand même, étaient des juifs russes. Et bon, cela dit donc, pour vous dire que nulle part, quand on arrive aux États-Unis, on n'arrive pas en pays conquis. Et quand on crée d'une manière générale une entreprise dans un pays d'où on n'est pas, et même dans le pays d'où on est, on ne peut pas arriver en pays conquis. C'est à aucun moment. Et il y a toujours une certaine méfiance des immigrants. Moi, je m'en souviens très très bien, il y a 30 ans, en Californie, même s'il y avait déjà beaucoup d'étrangers, c'était quand même... on vous regarde un peu de loin. Et parce que le phénomène de populisme qui a peur des immigrants a toujours existé depuis la muraille de Chine. Et là, il y a une photo du mur d'Adrien où il s'agissait d'éloigner les barbares des Romains. Depuis toujours, l'image des immigrants, c'est de prendre les jobs des gens locaux. Depuis toujours, les immigrants sont ceux qu'il faut entretenir et qui grignotent le budget national. Et en fait, depuis toujours, c'est faux. Depuis toujours, il y a en fait les immigrants qui se débrouillent par eux-mêmes. Bon, et les immigrants conquièrent, si on regarde aujourd'hui les fortunes 500, 40% des fortunes 500 sont des sociétés créées par des immigrants ou des enfants d'immigrants. Donc, évidemment, il y a les grands noms comme Pfizer, qui était allemand, Procter & Gamble, Gamble était irlandais, Elizabeth Arden était canadienne, les fondateurs de Sun Microsystems étaient d'un peu partout en réalité. Il y avait Vinosh Khosla qui était indien, Andy Bertelsmann qui est allemand. Et en fait, maintenant, après cela, ils ont financé des quantités d'entrepreneurs. Les gens de SanDisk, ils sont indiens. Goldman Sachs était allemand. Et bien sûr, maintenant, dans les sociétés beaucoup plus récentes, Google, Sergey Brin est venu aux États-Unis quand il avait 6 ans. Le fondateur d'Instagram est ukrainien. Le cofondateur d'Instagram est brésilien. Et c'est le fondateur de WhatsApp qui est ukrainien lui aussi. YouTube, chinois. Yahoo, le fondateur était chinois. Intel, Andy Grove, qui n'était pas tout à fait fondateur, mais qui est arrivé le jour de l'incorporation de la société, Andy Grove était hongrois. Qualcomm, c'est un juif italien. PayPal, sur les 4 fondateurs, il y en a 3 étrangers. Et puis, bon, Apple, alors là, ce sont des enfants d'étrangers. Bon, Steve Jobs, son père était syrien, enfin, est syrien, c'est lui toujours. Son père biologique en tout cas. Et puis les parents de Steve Wozniak sont ukrainiens. Donc
Et quant à eBay, il ne faudra que j'oublie quand même, c'est un Français iranien. Voilà. Et effectivement, quand on arrive en pays étranger, on n'a pas véritablement des avantages. On n'a pas l'avantage linguistique, on n'a pas l'avantage financier. Et je me souviens quand je suis arrivée ici, j'avais du mal à trouver un appartement parce que je n'avais pas d'histoire de crédit. Donc j'avais réussi à obtenir un visa parce que j'avais investi 500 000 $. Et j'avais donné la garantie que j'aurais 10 employés américains, mais pour me loger, c'était une autre paire de manches. Donc pendant 3 mois, ça m'a coûté une fortune d'être dans une sorte d'hôtel qui était la propriété de Stanford. Donc on n'a pas véritablement des avantages, on a surtout finalement des inconvénients. Mais on n'est pas découragé pour autant. Il y a un seul pays à ma connaissance qui commence à donner des avantages aux entrepreneurs étrangers, et donc à bon entendeur, salut. Depuis 2015, grâce à Axel Lemaire, il y a un concours pour des entrepreneurs étrangers qui, bon, principe français, hein, c'est un concours déjà. Et pour, je crois, une cinquantaine d'entrepreneurs, il y a en fait une bourse de 45 000 € pour un an, ce qui est considérable pour la France, et en tout cas par rapport à tous les autres pays, donc ça vaut la peine de s'y intéresser. Ça permet aussi d'être, donc il y a une procédure accélérée de carte de séjour, ça permet aussi d'être accueilli dans un incubateur dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, Bordeaux. Donc cette initiative a très très bien marché en 2016, elle marche visuellement très très bien en 2017, et il semblerait que Macron ait très très envie que ça continue, et même que ça devienne encore plus important. Il y a littéralement un appel pour les entrepreneurs étrangers, je devrais dire les entrepreneuses ici pratiquement, donc si vous avez des idées, vous pouvez essayer. Le site, pour une fois, est en anglais, donc vous avez toutes les informations sur le site French Tech Ticket. Bon, donc, comme je le disais, quand on arrive dans un pays étranger, c'est un saut d'obstacles, linguistiques, financiers, culturels, idéologiques, mais je vais revenir là-dessus plus en détail. En tout cas, il y a 2 conditions pour créer une entreprise en pays étranger, et peut-être créer une entreprise tout court, c'est d'avoir de la résilience. Alors le terme est un mot américain qui a été importé dans la langue française pour la physique des matériaux. Donc la résilience, c'est la capacité des matériaux à se déformer et à reprendre forme. Et le terme est apparu simplement dans les années 60 pour désigner l'état psychologique, la capacité personnelle à rebondir, grâce à un immigrant en France, Boris Cyrulnik. Donc il faut beaucoup de résilience, et il faut aussi beaucoup de capacité d'accordage. Alors je suis ennuyée avec ce mot. C'est une traduction essentiellement canadienne pour le mot attunement. C'est l'idée d'attunement, ça fait partie dans le livre de Dan Pink, To Sell is Human, qui est traduit en français. Vous ne le saviez pas, mais vous êtes vendeur ou quelque chose comme ça. Il y a 3 caractéristiques pour influencer et vendre. Il y a l'attunement, il y a buoyancy and clarity. Donc ça a été traduit par accordance, brio et clarté. Et j'aime particulièrement la notion d'accordage, enfin, d'attunement, l'art de se mettre finalement au diapason et d'essayer de comprendre l'environnement dans lequel on est. Au sens où finalement la perception qu'on a du monde extérieur, c'est une chose, la manière dont on est perçu, c'est finalement beaucoup plus important. Donc, quand on commence en pays étranger, peut-être quand on commence tout court, il faut de toute évidence avoir un certain leadership, il faut une certaine assertivité, une certaine assurance, mais il est tout aussi important de ne pas imaginer qu'on est le grand schtroumpf quand même.
parce qu'on a tout à apprendre des autres. Et surtout, alors quand on arrive en pays étranger, il est utile de se mettre un peu dans la peau de l'ethnographe, d'écouter les autres, savoir comment ils pensent, et de leur offrir quelque chose dont ils ont envie. Parce que quand on commence une entreprise, on est absolument certain qu'on a la chose la plus fabuleuse de la planète. Et on raconte des histoires que personne ne comprend. Jusqu'au moment où on se dit, bon, je vais vendre si les gens comprennent qu'il faut acheter. Finalement, quand on est entrepreneur, il faut être étranger à la fois dans son pays et à plus forte raison dans un pays étranger. Donc moi, j'ai fait l'expérience d'être étrangère dans mon propre pays, en fait à 2 reprises. Quand je suis sortie de l'école normale, j'ai enseigné très vite la philo, et en terminale, comme tout le monde, et au bout d'une semaine, je voyais que mes élèves de terminale A à l'époque avaient l'air de s'ennuyer comme des rats morts. J'avais commencé par un cours sur l'histoire de la philosophie, en commençant par Platon, en expliquant pourquoi j'aimais la Leibniz, parce que j'étais une élève de Michel Serres, donc pour moi c'était ma vie. Et au bout d'une semaine, je voyais bien que mes élèves me regardaient comme un animal extraterrestre, d'autant que j'avais en fait 3 à 4 ans de plus qu'eux. Donc j'étais un peu, j'étais vraiment une étrangère. Et jusqu'au moment où donc j'ai pensé que je ferais une seule année d'enseignement. Et une de mes copines m'a rappelé que quand j'étais en classe de philo moi-même, je m'ennuyais comme un rat mort. Je détestais mes profs de philo parce qu'ils m'enseignaient des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Par exemple, le mythe de la caverne de Platon, c'était pour moi la chose la plus idiote de la planète. Déjà, l'idée qu'il y a un ciel des idées, c'était incroyable et absurde pour moi. Et en plus, la circulation des ombres dans la caverne, c'était contre le bon sens de la physique de base. Donc, et effectivement, de nouveau, à mon tour comme professeur, j'allais expliquer à mes élèves que c'était profond. Alors que 4 ans avant, ça me paraissait vraiment idiot. Donc après, j'ai complètement changé de stratégie. Et en fait, je me suis placée complètement du point de vue de mes élèves. Et au lieu de parler de Platon et des idées, j'aurais fait lire toute la République comme une pièce de théâtre. Et du coup, ça les a énormément amusés. Et je n'ai pas eu à expliquer quoi que ce soit. Ils connaissaient parfaitement la République en un mois. Et ils trouvaient ça sympathique. Donc j'ai enseigné un petit peu la philo, 4-5 ans, et je me suis située littéralement du point de vue de mes élèves. Et donc, déjà, je me sentais étrangère comme prof de philo. J'avais déjà fait l'expérience qu'il fallait que je me mette à la place des autres, que je regarde le monde à partir des gens qui m'écoutaient. Et quand j'ai créé alors, ma société d'informatique, là j'étais encore plus étrangère. Ce qui s'était passé, c'est que je voyais bien que je n'allais pas être prof de fac du jour au lendemain, parce qu'il y avait quand même très peu de postes de philo, même pour les normaliens. Donc je voyais que j'allais attendre peut-être 10 ans avant d'être maître assistante ou un truc comme ça. Donc dans l'intervalle, j'avais décidé de devenir journaliste. Et j'étais devenue journaliste, j'étais allée au Monde, et ce que j'ai raconté l'autre jour, j'étais allée au Monde, et comme j'étais normalienne, comme j'étais de gauche, section politique évidemment, et quand j'ai vu les gens dans la section politique du Monde, c'était évidemment que des hommes, et j'ai dit non, je veux faire la mode. Donc comme j'étais normalienne, ils n'ont pas osé me dire non. Et ils m'ont donné mon premier article à écrire, La fourrure pour les hommes. Et donc, j'ai écrit l'article, 2 jours plus tard, j'arrive avec mon article, La fourrure pour les hommes. J'avais fait l'apologie de la fourrure pour les hommes. Et le type qui m'avait pris, il avait trouvé ça bien, donc il le publie. Et d'abord, il avait été quand même surpris. Moi, je pensais qu'il fallait donner un papier en 2 jours. Je ne savais pas quand on était pigiste, qu'on pouvait attendre 3 semaines. C'était pas... Et en tout cas, ça paraît, et ça marche très bien. Plein de courriers positifs des lecteurs.
À l'époque, le courrier des lecteurs du Monde, c'était 90% des hommes. Et donc, du coup, j'ai écrit pour Le Monde, après j'ai écrit pour Vogue, pour plusieurs revues. Et en même temps que j'enseignais la philo, j'ai écrit plusieurs livres sur l'histoire de la mode et de la parfumerie. Et en travaillant sur l'histoire de la parfumerie, en faisant la première classification chimique des parfums pour la parfumerie mondiale, en fait, j'ai eu besoin d'une base de données. Il n'y en avait pas, donc j'en ai fait une. Donc je suis rentrée en fait dans la technologie, dans le business, sans avoir pensé une seconde que je rentrais dans un business, que j'allais créer un business. Comme à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas d'investisseurs, de venture capital, je m'autofinançais, j'écrivais des articles pour Town & Country, j'ai coûté 1500 $ du feuillet. C'est comme ça que j'ai littéralement financé le début de la société. Et mais quand, évidemment, j'étais une anomalie pour les universitaires parce que j'avais fait déjà dans la mode. J'étais une anomalie pour la mode parce que j'étais universitaire. Et rentrant dans le business, j'étais une anomalie parce que j'étais une femme. Et donc, quand j'arrivais quelque part, on pensait que j'étais la secrétaire bien habillée, parce que ben oui, donc j'avais la chance d'être habillée par des gens très bien, comme Jean-Paul Gaultier, que je connaissais très bien, parce que j'ai écrit un livre sur lui. Donc, j'étais toujours j'étais un peu singulière. Mais le fait de savoir que j'étais différente m'a rendue de plus en plus attentive aux gens que j'engageais. Et donc, je n'avais pas d'espoir qu'ils comprennent ce que je disais. Parce que je ne savais pas comment me parler comme tout le monde en réalité. Donc, je montrais le produit et je leur demandais de me commenter le produit, de me dire ce qu'ils en pensaient. Et j'ai engagé des gens extraordinaires comme ça. Tous je ne sais pas comment dire en français, des drop-out. Personne n'avait fait d'études. Dans les 15 premiers employés que j'ai eus, personne n'avait fait d'études. Des décrocheurs. Pardon? Des décrocheurs. Des décrocheurs? Waouh! Okay. Et donc j'ai eu des employés tout à fait extraordinaires. Et du coup, j'étais étrangère en un sens à ce monde. Et j'ai recruté des gens étranges, finalement. Des gens très originaux. Et l'un d'eux, je mets sa photo, parce que l'un d'eux avait un français tellement imagé. C'était un mélange de l'argot de Victor Hugo avec du Serge Gainsbourg. La première fois qu'il est venu au bureau c'était un client en fait, et il adorait le produit. Donc c'était une base de données relationnelle sur le Macintosh. C'était quand même très complexe, c'était très très nouveau de faire un truc comme ça. Et il était utilisateur et il avait la spécialité de tomber sur les bugs du produit. Donc il arrivait régulièrement au bureau en disant bon, j'ai merdé. C'est comme ça qu'il avait toujours une chemise zébrée. Il jetait son sac sur la table. Il arrivait très, très spectaculaire. Il y avait une chose qu'il faisait avec une grande délicatesse, il posait son casque de moto en plein milieu du bureau. C'était comme si c'était... mais il était tellement bon et tellement intelligent que je l'ai engagé comme un de mes premiers supports techniques. Et il parlait, il avait un langage... Bon, les gremlins se battent dans le sous-sol, ça voulait dire qu'il y a du monde dans le métro. Ou bien, un jour, on a un client très important, c'était la ville de Marseille, on démontrait la nouvelle version du produit, et il dit, je ne vais pas vous faire une démo du 25e épisode de la guerre des étoiles. Mais le résultat des courses, il était tellement extraordinaire qu'il était capable de vendre tout le temps. C'était un vendeur né. Il était amusant. Et quand on dit à un client, je ne vais pas vous faire la démo du 25e épisode de la guerre des étoiles, ils ont envie de regarder la démo. C'était un type... Bon, donc au bout de 2 ans, en fait, j'étais rentrée dans le rang, j'étais la seule femme qui avait créé une boîte d'informatique à Paris.
Je m'étais arrangée avec des copains qui m'avaient prêté un bâtiment extraordinaire, avenue Franklin Roosevelt. Donc vous voyez, je vivais quand même dans un grand luxe 1900, où on avait ajouté des architectures très contemporaines. Là, on parle de la fin des années 80. J'avais appris la comptabilité, j'avais tout appris sur le tas. Finalement, au bout de 2 ans, je savais que j'étais un PDG, quoi. Donc là, j'avais appris, j'étais sûr de moi, etc. Mais bon, j'ai créé une boîte aux États-Unis, parce que le marché français était quand même tout petit. Donc très vite, quand même, la boîte française a été profitable, rentable. C'est pour ça que j'ai pu créer la filiale américaine. Donc, j'arrive aux États-Unis. Donc, mon anglais, c'était beaucoup d'anglais du XVIIe siècle, parce que j'étais la traductrice des premiers écrits de John Locke. Donc, je pouvais lire l'anglais du XVIe, XVIIe siècle à la perfection. J'avais une passion qui était la littérature anglaise du XIXe, donc tout allait bien. Mais quand il s'est agi d'être en Californie, c'était quand même une autre paire de manches. Donc je connaissais le vocabulaire technique, mais il m'était quand même très très difficile de faire la causette avec les gens. Je connaissais les gens d'Apple, plusieurs personnes chez Apple. Il y avait 2 ou 3 Français qui m'ont beaucoup aidé. Mais bon, c'est pas eux qui allaient faire la boîte à ma place. Il y avait déjà le bruit qui circulait que j'allais créer une société pour cette base de données relationnelle sur le Macintosh. Donc c'était quand même aussi très très particulier. Là, on parle d'une base de données relationnelle sur le Macintosh. C'était presque inimaginable pour les gens, parce que les bases de données relationnelles, c'était pour les gens d'IBM, et le Macintosh n'était pas pour les entreprises. Donc j'avais quand même un produit qui n'était pas du tout évident. Mais le bruit circulait que c'était quelque chose d'assez exceptionnel, donc ça allait bien. Et plusieurs personnes, du coup, on m'a envoyé des candidats pour que j'ai des employés. Et alors, on m'a envoyé des candidats parce qu'ils connaissaient la base de données, mais ils détestaient le Mac, c'était un problème, ou bien parce qu'ils acceptaient de travailler pour une femme. Alors là, c'était quand même moins agréable. Donc j'avais quand même une population qui était un peu condescendante. Mais j'ai énormément appris en écoutant ces exécutifs très expérimentés, parce que j'ai appris tout le vocabulaire des CV, et j'ai vu 4 ou 5 personnes, tout le temps des hommes, et ce qui est passionnant, c'est qu'ils utilisaient tous les mêmes mots, et ils écrivaient et parlaient leur CV tous de la même façon. C'était assez pour me faire comprendre que je ne voulais pas d'eux, déjà. Parce que quand on a une personne qui parle comme un livre une fois, on se dit ah, mais quand c'est 2 fois, on se dit ah comment? Quand c'est 3 fois, on se dit c'est pas possible. Donc ça m'a permis de connaître, cela dit, tous les clichés. Mais ça m'a permis aussi de mesurer que je ne savais pas interviewer les gens. Parce que j'avais eu à Paris beaucoup de chance. J'avais trouvé des gens très marrants, très originaux, qui étaient d'accord pour se lancer dans le monde de l'informatique personnelle. Mais au fond, j'avais eu le plaisir de trouver, et la chance de trouver des gens très marrants, très ouverts. Aux États-Unis, c'était autre chose. Tous ces gens-là se prenaient très très au sérieux. Et donc, pour les séduire, c'était une autre paire de manches. Et d'ailleurs, je n'arrivais pas à les séduire. Parce que déjà, je ne pouvais pas faire de la causette, de bavardage, je n'avais pas le vocabulaire. Et puis, en plus, quand j'essayais d'expliquer le produit, ils n'avaient jamais envie d'une démo. Donc, ça veut dire que je faisais quand même quelque chose de pas bien. Donc,
ça m'a donné l'idée de mieux préparer les interviews. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment clé. J'ai fait ce qu'on appelle des interviews structurées, des entretiens structurés, où on pose des questions de base, mais où on prépare tout à l'avance. Et j'ai appris littéralement ce genre en le faisant sur le tas, et je l'ai toujours fait après, je l'ai toujours demandé aux entreprises que j'ai aidées, toutes des américaines, de faire ça, et les risques d'erreur dans les entretiens sont très très minimes. Finalement, sur les 800 quelque chose employés que j'ai engagés directement, il n'y en a peut-être que 3 que je n'engagerai pas de nouveau. Très peu d'erreurs. C'était vraiment plusieurs entretiens très très structurés. Et donc, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne, parce que ça m'a appris en fait à découvrir les gens. Je leur posais des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas, donc je voyais j'avais une autre visibilité sur les gens. Cela dit, quand même, je n'avais pas encore la personne qui allait être président de ma boîte, parce que déjà, j'étais en France, je ne pensais pas à l'époque rester aux États-Unis. Et là, j'ai eu la chance de ma vie, c'était que Guy Kawasaki, qui était l'évangéliste du Macintosh, donc qui était en fait très célèbre aux États-Unis, mais moi je ne me rendais pas compte, parce qu'il n'était pas célèbre en France, je ne savais pas à quel point il était célèbre. Il envisageait de quitter Apple, et il avait vu le produit qu'il trouvait bien. Donc là, ça a été une chance extraordinaire, parce que lui, il n'avait aucun problème de travailler avec une femme. Il ne connaissait pas la base de données, mais il avait envie d'apprendre à la démontrer, ce qui était fabuleux, parce qu'il avait été vraiment l'évangéliste du Macintosh, donc il avait montré le Macintosh à l'époque où Steve Jobs disait qu'il n'y avait rien de mieux. Il ne faut pas oublier qu'on parle de cette époque un peu épique. Et qu'est-ce qui m'arrive là? Et donc, ça, c'était une chose, un coup de chance. Et depuis, bon, Guy Kawasaki est devenu probablement l'auteur le plus célèbre sur pour la littérature pour les entrepreneurs. Donc, si vous avez envie de faire une boîte un jour, L'art de se lancer, c'est probablement un des meilleurs livres sur le sujet. Il existe en version française, parce que c'est moi qui l'ai traduit. Donc, mais bon, donc, quand je suis mes premiers temps en Californie, j'ai vraiment j'ai vraiment eu une leçon d'humilité. C'est-à-dire que au bout de 2 ans en France, je pensais que j'étais un PDG, j'étais CEO. Je suis vraiment très très rapidement descendu de mon piédestal. Donc j'avais l'impression de recommencer de nouveau ma vie à zéro. Et j'ai fait l'expérience plus extraordinaire de me sentir vulnérable. Je ne m'étais jamais sentie vulnérable à ce point en fait. Et là, j'avais vraiment... le soir, je rentrais au Residence Inn, qui coûtait des fortunes. J'étais toute seule, parce que je ne connaissais pas des gens, puis surtout, j'avais peur d'être ridicule. Donc, je ne me montrais pas trop souvent. Et j'étais pas nécessairement en bonne forme, mais en même temps, il y avait un tel instinct de survie, parce que je ne pouvais pas ne pas réussir. J'avais en fait, même si je me sentais très seule, très humble, très vulnérable, il y avait la volonté de survivre. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je savais que, effectivement, en engageant quelqu'un en intéressant quelqu'un comme Kawasaki, j'avais déjà réussi à faire quelque chose de bien. Et ce qui m'a une expérience extraordinaire à ce moment-là, c'est que Kawasaki avait quasiment décidé de quitter Apple, mais il voulait encore vérifier qu'il avait raison de quitter Apple, parce que c'était une telle célébrité, et il voulait être sûr aussi que je passais bien la rampe auprès de ses amis. Donc un jour, il m'emmène voir un type qui s'appelle Dave Winer, qui est en fait un grand inventeur. C'est lui qui a inventé les podcasts, toutes les méthodes de distribution qu'on connaît aujourd'hui, les blogs, les feeds RSS, c'est Dave Winer.
et il était déjà un développeur célèbre dans le monde Macintosh. Donc Kawasaki, comme pour vérifier que j'étais OK, m'emmène voir Dave Winer. Ils parlaient tellement vite, tous les deux, je n'ai rien compris. Il y avait le langage qui flottait au-dessus de la tête. Les seuls mots que j'ai compris, c'était les mots de yiddish qu'ils échangeaient. Parce que Kawasaki, quand il était étudiant à UCLA, vendait des bijoux chez un joaillier juif, donc il connaissait beaucoup de yiddish. Et c'était pratiquement les seuls mots que je connaissais. Mais ce qui a été aussi une expérience fantastique pour moi, c'est que, donc moi j'ai rien dit, donc la conclusion c'était que j'étais très bien. Et ce que j'ai appris, c'est, ce que j'ai admiré surtout, c'est que Kawasaki s'est mis à décrire le produit, quatrième dimension, avec ses mots. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'un évangéliste qui sait vendre. Il racontait une histoire. Et là, ça a été probablement la chose la plus fondamentale que j'ai appris, qui est si vos employés peuvent raconter l'histoire avec leurs propres mots, vous avez gagné. Et si les employés racontent l'histoire avec leurs mots, avec leurs différences entre eux, vous avez une culture d'entreprise. C'est-à-dire que la culture d'entreprise vient du bas. En fait, au-dessus, enfin, on peut inspirer parce qu'on a eu l'idée, parce qu'on a les concepts, parce qu'on a la notion, parce qu'on est charismatique. Ça ne sert à rien si la musique n'est pas gérée par les employés qu'on a. C'est vraiment la culture d'entreprise. Donc, en fait, au bout de 4-5 mois, bon, tout allait bien. J'ai appris aussi, effectivement, la différence dans les modèles de gestion. En France, même dans les années 80, tout venait du haut et quand même, les employés écoutaient, même si tous mes employés en France étaient très originaux, ils écoutaient. Aux États-Unis, j'ai appris qu'il fallait demander l'avis de tout le monde, même si on ne le respecte pas. Et c'est toujours vrai. J'ai appris aussi qu'au lieu d'expliquer les concepts d'abord pour ensuite illustrer, il faut donner l'illustration d'abord, montrer un exemple et laisser imaginer les autres exemples, en donner 1, 2, 3 et apprendre finalement vendre par induction. J'ai appris aussi à faire des compliments d'abord. Et donc, parce que bon, bien française, quand un employé faisait un truc, si c'était pas bien, j'ai dit ça va pas. Et un jour, j'ai fait pleurer une employée. Malheur. Donc, j'ai compris qu'il fallait faire 3 compliments d'abord, avant de dire mais bon, peut-être que si, au cas où. Ça vous fait rire, c'est ça. Et donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis aperçu que la méthode de faire des compliments d'abord pour dire que ça ne va pas du tout, c'est une bonne méthode, même en France, au bout du compte. Hein. Mais j'avais quand même appris à marcher sur des œufs. Alors, un jour, le truc le plus étonnant qui s'est arrivé, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc il y a un employé qui dit oh, Dieu, bref, Dieu allait sauver le monde. Je ne sais plus ce que c'était, il y avait eu un gros problème, et grosso modo, ils sont reportés à Dieu. Et moi, j'ai dit, de toute façon, moi, Dieu, ça ne m'intéresse pas, je suis athée. La tête de mes employés. J'avais oublié que j'étais dans un pays très, très religieux, les États-Unis. En France, on peut dire ça. C'est pas, personne ne va prendre mal. Mais là, c'était la catastrophe. Donc, la tête de plusieurs employés autour de moi. Et quelques temps après, il y a un des employés qui avait un serpent. Qui avait mis dans son cubicule un serpent dans une espèce de, je sais pas, un aquarium. Vivarium. Donc, je voyais, toutes les fois que je passais, je voyais le serpent. Ça me faisait des frissons, quoi. J'avais vraiment peur. Donc, il avait son serpent. Donc, 2 ou 3 jours après, je demande à un employé,
vous avez vu le serpent de Dave? Je dis, oh great! Ok. Je demande un peu plus tard, ah oui, c'est bien, il est chouette son serpent. Et puis, moi, je n'osais rien dire, parce que après avoir fait ma gaffe en disant que Dieu, c'était pas mon problème, moi, je pensais que c'était un culte, qu'il y avait quelque chose. Donc, j'ai laissé le serpent pendant peut-être un mois. Hein. Le jour où j'ai quand même demandé à la responsable des ressources humaines, je dis, moi, ce serpent, ça me fait peur. Oui, je dis, c'est pas normal. Je dis, mais vous êtes sûr que c'est pas un symbole religieux pour lui? Bah oui. Comme j'avais fait une gaffe, là, après, j'avais encore plus peur. Il dit, non, il est catholique comme moi, non. Donc, on va lui dire que c'est pas normal d'avoir un serpent. C'est comme ça, quoi. Mais pendant un bon moment, j'ai eu peur du serpent. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur les couleurs. Le premier package français, c'était vert. Et on parle de la fin des années 80, pas question d'avoir du vert. Symbole de jalousie. Et il y avait beaucoup de Chinois, symbole de mensonge. Donc il fallait refaire le packaging rouge. Okay. J'étais toujours habillée très couture. Et donc ma directrice financière me dit, tu devrais avoir des jeans. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à Paris, je vais acheter un jean chez Gianni Versace que je connaissais bien. Hein. Donc c'est le jean que porte Sophie, c'est ce jean-là. Et donc, fière de moi, j'ai un jean. Je reviens aux États-Unis, fière de mon jean. Et elle me dit, mais un jean jaune, ça n'existe pas. Je n'avais pas pensé bleu jean. Mais j'ai beaucoup de... On s'aperçoit que quand on est étranger, en fait, pour faire une boîte, il faut avoir des idées, il faut avoir un concept, il faut plein de... c'est grand truc. La réalité de la vie quotidienne, c'est une multitude de petites choses. Par exemple, j'avais plusieurs couples gays dans mon entreprise, dès le début. Et je donnais même des bénéfices aux couples gays. C'était une question de principe pour moi. Et pour une fête de Noël, donc j'invitais tous les employés avec leurs partenaires. Je ne disais pas époux, épouse, c'était avec partenaires. Et il y a quand même 2 employés qui se sont plaints. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dit spouse. Je dis non, parce que un tel ne pourra pas venir. Et en fait, ils ne voulaient absolument pas que 2 des employés gays qui étaient dans la société viennent à la fête de Noël. Et là, même si j'étais prête à m'accorder au monde environnant, là, je n'ai pas lâché. J'ai décrété que s'ils ne voulaient pas venir, il n'y en a pas, mais que moi, je n'exclurais personne. Et puis en fait, ça s'est très bien passé, tout le monde est venu. Mais il a fallu que je fasse une leçon, parce qu'effectivement, ça ne correspondait pas. On parle de 91, 92, et même dans la Silicon Valley. Donc il fallait quand même que je tienne bon. Et il y a eu un autre cas aussi amusant qui était, c'était encore l'apartheid en Afrique du Sud. Et moi j'avais déclaré que je ne vendrais pas en Afrique du Sud, dans le pays de l'apartheid. C'était contre mes principes. Donc il y a un employé américain qui dit, tu as tout à fait raison, nous on n'a plus de discrimination aux États-Unis. Or j'avais quand même un ingénieur noir qui était de l'Ouganda. Donc quand il a entendu ça, il a commencé à faire grise mine. Dans le genre, parce qu'il y avait très très peu d'ingénieurs noirs. Il y en a encore très peu d'ailleurs. Et donc, je vais quand même expliquer que la discrimination, il n'y en avait officiellement plus, mais qu'il ne fallait pas penser que tout le problème était réglé. Et on parle de 91, il y avait grosso modo 0 ingénieur dans la Silicon Valley, il y en a encore très très peu. Et donc en fait tous les ingénieurs noirs que j'ai eu après ont fait leur boîte, ils sont toujours dans la Silicon Valley, tout va bien. Donc, et toujours en fait, j'ai dû faire attention
au fait que j'étais française. Encore en 2001, c'est ça, lorsqu'on a déclaré la guerre en Irak, Chirac n'avait pas voulu suivre Bush, c'était en 2001, c'est ça, 2003. Donc j'avais un rendez-vous chez Tyco, donc c'était une question de signer un contrat pour une autre de mes boîtes, signer un contrat de 4 millions, et j'ai eu le bon réflexe de m'excuser d'être française. Parce que sinon, j'aurais pas pu signer le contrat de 4 millions. C'était clair et net. Parce que les Américains étaient quand même terriblement choqués par la position de la France. Et ce que je pouvais comprendre d'un point de vue américain. Donc, il faut quand même, quand on est étranger, il faut quand même faire attention, même quand on a la nationalité américaine. Même chose quand je suis allée chez Diebold la première fois dans l'Ohio, je vais être prudente. Il n'y avait pas très peu de femmes, en tout cas, je n'en ai pas vu beaucoup, dans des positions de direction. Et j'étais en train de vendre une de mes entreprises à Diebold. Donc, il faut quand même se dire que bon, ils ont existé avant nous quelque part. Dans tous les cas, cela dit, mon expérience aux États-Unis, en fait, a été transformationnelle pour moi et m'a aidé à aller plus vite dans d'autres sociétés. Ça m'a appris en fait à aller beaucoup plus vite quand il s'est agi de vendre au Japon, en Chine. Pour les pays du Nord, ça a été très facile, l'Allemagne. Et en fait, j'avais pris quand même comme principe que la traduction n'existe pas. Qu'il faut toujours réajuster, réadapter tous les textes. Et bon, comme j'aime les langues, j'en ai plusieurs, ça a été un bonheur de le faire. Et je crois que plusieurs des employés que j'ai eus dans ma carrière ont eux-mêmes créé leur boîte et ont gardé ce principe de penser que la traduction n'existe pas. C'est la transcription, c'est la transposition qui est très importante. Et qu'au bout du compte, le leadership, où qu'on soit, c'est de capter le rêve des autres. C'est d'être un récepteur du rêve des autres et de donner une formulation au rêve des autres. Parce qu'au bout du compte, les barrières invisibles restent. Et peut-être que c'est une chose assez positive. Quelquefois, il est plus facile, quand on est américain, de parler à un Berlinois que quelqu'un à Abilene, dans le Texas. Il est aussi beaucoup plus créatif de penser au monde comme une infinité de localités, même si en fait on a un langage universel qui est l'anglais, et des moyens de communication universels, Internet. Avoir des moyens de communication ne signifie pas qu'on communique. Donc, je pense que si vous créez des boîtes, pensez plutôt à une multinationalité et jamais en termes de globalisme. Essayez de parler non pas une langue, 2 langues, essayez d'en parler 3 ou 4, ou en tout cas d'en lire 3 ou 4. Et que pensez toujours que d'être étranger, d'être entrepreneur, c'est toujours être étranger. Et donc, c'est toujours être surpris par la réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est créatif comme entrepreneur. Donc, mon expérience d'entrepreneur, c'est une expérience d'une collection de petites choses qui peut faire des sociétés assez grandes. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est quand on s'adapte aux autres, ils sont prêts à s'adapter à vous. Donc, tous mes employés américains sont devenus des collectionneurs de vin. Leur boisson préférée, c'est du champagne français toujours. C'était, même quand on n'avait pas encore beaucoup d'argent, c'était de la Veuve Clicquot. Ils sont restés fidèles à ça. Et au premier plan, vous avez un de mes employés qui était mon VP de Sales and Marketing du MIT, qui venait tout le temps avec moi lorsqu'on recevait des gros clients en Californie. Et j'avais pris pour principe de toujours leur offrir du vin californien. Et j'avais littéralement formé ce VP of Sales and Marketing au vin californien à tester des quantités de vin. Le résultat des courses, il est aujourd'hui le CEO d'une des marques les plus prestigieuses de vin en Californie, Ridge Vineyards. Voilà. Donc, je vous remercie. Vous avez certainement plein de questions. Merci. Merci.
Donc dans la foulée, je peux ajouter que ma fille Sophie, qui était là, était toujours dans mes bagages. Elle vivait pendant longtemps, elle avait vécu 15 jours à Paris, 15 jours en Californie, allant à 2 écoles, et allant dans des séminaires où en fait il y avait très, très peu de femmes et évidemment pas d'enfants. Mais comme j'étais en plus mère célibataire, j'avais pas à me séparer de mon bébé, quoi. Et ça a été très positif. D'ailleurs, j'avais toujours une grande quantité de femmes. Je me suis toujours assurée qu'il y avait, pas toujours 50%, mais beaucoup de femmes dans mes entreprises. Oui. Merci pour votre parcours, mais j'aurais juste voulu savoir, vous avez dit mes entreprises, alors vous en avez créé combien? Oui, j'en ai créé 4. Alors la première, j'ai créé et j'ai aidé beaucoup d'autres entreprises. Donc la première, c'était une base de données relationnelle. La seconde, c'était une entreprise de gestion de supply chain, je ne sais pas comment on dit ça en français, moi. Chaîne d'approvisionnement. Oui. Une autre, c'était la traduction en natif, comment on dit? C'était l'explication, enfin, la traduction en natif des schémas XML. C'est celle-là qui a été achetée par Diebold. Une autre était les premiers réseaux pour gérer les talents. Et puis là, je suis la chairwoman et fondatrice aussi d'une entreprise dont le but est de mesurer le bien-être des employés. Pour veiller à adapter les conditions de travail à ce qu'ils peuvent recevoir. Il y a très peu, enfin, aujourd'hui il y a l'espèce de survey où on n'apprend rien du tout, parce que tout le monde, personne n'aime les faire déjà, et donc quand on est de bonne humeur on dit les choses gentilles, quand on est de mauvaise humeur on dit les choses pas bien. Et donc tous les ans il y a des rapports qui sont complètement faux. Donc ça consiste à analyser les émotions et les impressions des employés dans des conditions de travail données et à faire une véritable analyse des conditions de travail. Et par ailleurs, j'ai aidé une trentaine d'entreprises. J'ai fait beaucoup de coaching d'entrepreneurs, parce que ça j'adore. Pas beaucoup de boîtes françaises, non. Très peu. Oui. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez rencontré des obstacles administratifs? Est-ce que vous pouvez dire un peu entre la France et les États-Unis? Non, alors la bureaucratie en France et de la... Mais alors, tout le monde Comment ça s'est passé pour vous? Moi, j'ai aucun souvenir que c'était un problème. Même en France. J'ai été allé voir un comptable. Je lui ai dit, comme je ne connaissais pas la comptabilité quand j'ai commencé, j'ai posé la question. Et j'ai jamais eu de problème administratif, ni en France, ni aux États-Unis. Peut-être parce que j'avais rien à cacher aussi, j'avais pas peur. L'administration m'a jamais paru être un obstacle. Ça m'a paru toujours être des formalités normales, quoi. Alors peut-être parce que j'étais habituée à couper les cheveux en 4 en philo, donc finalement ça me paraissait facile, je ne sais pas. Mais non, c'était le plus que une fois au début aux États-Unis, comme je n'avais pas encore de carte verte, quand il s'est agi de louer un bureau, j'ai fait une chose, enfin c'était pas exactement facile. Alors j'ai eu la chance que quelqu'un à Bank of America me permette de faire venir l'argent français, et puis comme ça j'ai payé 3 mois d'avance pour avoir pas de maux de tête. Mais non. Oui. Est-ce qu'il y avait des personnes particulières dans votre vie qui vous ont encouragé à suivre ce chemin peu habituel?
Non, enfin pas particulièrement. Dire que quand j'avais pris la décision, il y a des gens qui m'ont encouragé. Par exemple, quand je me suis intéressée à la mode, à la parfumerie, beaucoup de mes collègues normaliens pensaient que j'étais folle. Je devais vouloir faire les deux, parce que j'ai fait les deux pendant un moment. Mais mon professeur préféré, qui était Michel Serres, a trouvé que c'était une très bonne idée. Et quand après, je lui ai dit, tiens, je vais faire une boîte de technologie, que j'ai faite sans vraiment y penser, en fait. Il a trouvé ça très très bien. Donc, j'ai toujours eu son aval était important, psychologiquement. Je pense que s'il n'a pas trouvé ça bien, j'aurais été affectée, mais ça ne m'aurait pas empêché de le faire. Voilà. Ça va pour votre question? Oui? Bonsoir et merci de partager votre histoire inspirante avec nous. Et je me suis intéressé à beaucoup de choses dont vous avez parlé. Et ma question a à voir avec une chose que vous avez dit au début de la présentation. Et vous avez mentionné que la France est actuellement le seul pays dans le monde qui favorise directement la création des entreprises chez les étrangers à travers un concours, n'est-ce pas? Oui. Enfin, à ma connaissance, je pense que la France est un des rares pays qui aide. Oui. D'accord. Et je trouve que c'est une idée formidable. Et ma question, c'est comment est-ce que vous pensez que soit la France, soit les États-Unis, soit les autres pays pourraient encourager que les étrangers entrent dans le pays en particulier pour créer des entreprises. J'aurais envie de connaître votre avis parce que vous avez trouvé dans cette situation. Alors, je pense que les États-Unis n'ont pas besoin de créer un système de ce type-là. Parce que les États-Unis ont un réseau universitaire tellement puissant qui attire tant d'étudiants étrangers que ces étudiants étrangers veulent rester ou se font beaucoup de connexions. Donc, les États-Unis sont vraiment un pays des migrants depuis toujours. Et les structures universitaires, depuis pas mal d'années en plus, contribuent de façon extraordinaire à créer cette espèce de pépinière d'étrangers à l'intérieur du pays. Et donc, je pense que les États-Unis ne vont pas se mettre à faire ça. Ils n'ont pas de raison de le faire. Je pense que pour les pays d'Europe, c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'Européens qui quittent l'Europe pour créer des entreprises en France, aux États-Unis. Et on ne va pas les empêcher de le faire. Mais attirer des Américains ou des Chinois ou des Indiens en France, c'est quand même une très bonne idée. Je ne sais pas ce que fait la Suède. La Suède serait un pays qui a le profit pour faire ça aussi, pour avoir cette espèce cet intérêt pour l'extérieur. De façon générale, les pays nordiques, en particulier la Suède, sont très 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 ouverts. Je pense que c'est une manière de faire venir quand même des gens de plein de continents. Ce qu'il faudrait probablement en Europe, c'est un renforcement des structures universitaires, des réseaux d'alumni, qu'on n'a généralement pas en Europe. Parce que quand même, quand je suis arrivée ici, on me demandait toujours quelle université j'avais faite. Alors ma réponse était l'école normale supérieure. Donc j'avais fini par même plus le dire, parce que quand on est 50 pour promotion, même pas. En fait, dans mon année, on était 35. Donc on peut faire partie, j'avais fini par dire, une école si élitiste que vous ne pouvez pas avoir entendu parler. Non mais c'est assez... Et donc, d'une manière générale, en France, les réseaux universitaires sont faibles parce que c'est une question de nombre.
peux pas répondre vraiment à votre question quand même. Non, mais merci pour votre réponse, c'était très intéressant ça. Merci. Oui. Oui. Je suis intéressé à voir, si vous pouviez le faire, un exemple de ces interviews structurées que vous avez réussi à... C'est une transformation, puisque avant, les interviews que vous aviez ne marchaient pas. Ouais. En fait, je ne savais pas ce que je voulais. C'est-à-dire que je disais aux gens de raconter leur vie, en m'appuyant sur leur CV. Donc en fait, ils ne faisaient que répéter leurs habitudes, enfin leurs habitudes de langage. Donc ce que j'ai fait, c'est après j'ai posé des questions très très précises sur ce que je voulais, ce qui les intéressait, enfin plein de questions. Et en plus, je proposais à mes employés de faire aussi une interview de plusieurs personnes, de tous les gens. C'est-à-dire que jamais plus je n'ai fait une interview personnelle. C'est-à-dire que toutes les interviews, les questions étaient préparées, des questions différentes, et toute personne qui venait dans la société était interviewée par au moins 4 ou 5 personnes. Finalement, on mettait en place un système de cooptation. Et ça a donné des boîtes, ça m'a permis d'avoir des boîtes très solides. Dans ma première boîte de base de données, 4D, aujourd'hui, tous les gens qui ont fait autre chose depuis, bien sûr que moi, ils sont tous amis. Encore. Et ils sont contents de se voir. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'il y avait une compatibilité qui n'était pas liée à une ressemblance. Donc il y avait une énorme diversité. Il y avait des gens, il y avait des gens de tous les pays en fait. Même en France, j'avais des étrangers, ce qui était, à la fin des années 80, ce qui était rare. Et en France, j'avais déjà une quarantaine d'employés, donc il y avait une espèce de comité d'entreprise, parce que c'était, je crois que c'était autour de 40 employés, un truc comme ça, qu'il y avait des comités d'entreprise. Et je voulais engager une indienne. Le comité d'entreprise avait dit non, c'est pas possible, une indienne. Et en fait, je n'ai pas lâché, et l'indienne, elle a appris le français et la base de données en France. Elle est devenue amie avec tout le monde. Il faut en fait, quand on crée une boîte, il faut être à la fois très très flexible, effectivement, réverbérer quand même les autres, et pas avoir peur de le faire, être vraiment une éponge, et en même temps avoir des principes sérieux. Cette indienne, je pense qu'elle est très forte, elle avait été interviewée par 3 personnes. J'ai pas lâché au nom du comité d'entreprise, c'était un type de FO, c'était no way, c'était comme ça. J'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, oui. Et en fait, il y a une chose. Ce que j'ai appris dans mes différentes boîtes, c'est plus on est pressé, moins il faut aller vite. Parce que quand on engage, parce qu'on a un besoin immédiat de quelqu'un, les chances de mal engager sont très très grandes. Ça, je l'ai vu dans des boîtes que j'ai aidé à réparer. On remplit une fonction, et en fait, la personne ne peut pas devenir polyvalente. Parce que quand même, jusqu'à 300-400 employés, on a besoin de gens un peu polyvalents. Et si on ne veut pas que les gens s'ennuient dans leur boulot au bout de 2 ans, qui est le moment où les gens sont en fait, en réalité, seraient le plus productifs, il faut penser, quand on engage quelqu'un, à ce que quelqu'un peut devenir 5 ans plus tard. Mais il ne faut pas avoir peur du talent. Il faut faire finalement confiance aux gens et leur donner la possibilité d'apprendre. La raison pour laquelle les employés dans les grosses boîtes s'ennuient, c'est qu'ils sont là pour une fonction et leurs employeurs oublient qu'ils sont des êtres humains qui peuvent apprendre. Donc il y a en fait ce que Carol Dweck a appelé le fixed mindset, qui tue les employés de l'intérieur.
Et donc, c'est pas étonnant que 70% des employés dans les grandes sociétés sont ce qu'on appelle désengagés. Parce qu'en fait, ils sont essentiellement désenchantés. C'est vrai qu'une question, une vie, c'est souvent, enfin on dit que c'est souvent partie d'une tradition familiale. Parce qu'il y a des médecins, des générations de médecins, des générations de militaires, des générations d'universitaires, des générations... Est-ce qu'il peut y avoir des générations de créateurs d'entreprises? Là, tu m'en demandes trop. Oui, mais non, c'est une façon discrète de demander s'il y avait des traditions familiales aussi. Non, de mon côté, il n'y a pas de tradition familiale, véritablement. Peut-être un peu mon grand-père, bon, il était quand même trop particulier. Ouais. C'était plutôt... non, la tradition familiale de mon côté, c'est ma fille qui chante aux opéras. Donc, mais bon, elle fera peut-être des boîtes. Parce que moi, à 29 ans, je ne savais pas que je ferais une entreprise. Donc, en fait, on fait une entreprise quand on en sent le besoin. Quand on en a besoin, ou bien peut-être quand on vit dans un environnement où il y a des idées qui fusent de partout, et du coup, on voit l'utilité de faire quelque chose. J'ai plusieurs amis en Californie, dont les enfants, effectivement, sont créateurs d'entreprises. Mais ce n'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Il y a beaucoup d'enfants créateurs d'entreprises qui veulent faire autre chose, qui font en fait dans les arts. C'est dans les... Mais bon, si on prend Alain Rossmann, qui est probablement l'un des Français les plus gros succès de la Silicon Valley, Alain Rossmann, ses deux fils vont faire des entreprises. Il y en a déjà un qui en fait une. Sa femme était le bras droit de Steve Jobs. Mais c'est même pas la majorité des gens que je connais en fait. Parce qu'au bout du compte, pour faire une entreprise, il faut quand même avoir envie, quoi. D'abord, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée qui peut marcher. Et il faut quand même accepter l'idée de galérer pas mal. Parce qu'on peut travailler 2 ans comme une malade et ne pas toujours savoir si on va réussir. Alors maintenant, effectivement, il y a beaucoup plus de fonds d'investissement, mais bon, quand on est une femme, les femmes sont pratiquement pas mieux payées, mieux financées maintenant qu'autrefois. Il n'y a pas de progrès, très peu de progrès. Donc c'est plus difficile quand on est une femme, ça reste difficile. Il vaut mieux être un homme blanc, ouais. Toujours. Non mais la Silicon Valley, la Silicon Valley, il vaut mieux être un homme blanc. Enfin, c'est pas une... enfin, c'est pas un modèle, mais ça reste quand même des conventions très, très limitées. C'est-à-dire qu'ils parlent tous de diversité et d'inclusion. L'inclusion, ça consiste à oublier que les gens sont différents. Donc, c'est facile, quoi. Et de diversité, elle est très relative. Ou bien, il y a quand même, enfin, il y a des fonds d'investissement où il n'y a que des Indiens. Donc les Indiens financent les Indiens. Mais il y a quand même toujours un grand cloisonnement, quand même. Oui. Bien que je sache que votre point de vue soit plus ou moins axé sur la côte ouest des États-Unis, Oui. je me demande si vous avez peut-être des avis ou un point de vue sur les secteurs économiques en France qui soient en train de développer ou qui posent des valeurs pour le futur de l'économie française. Je ne connais pas assez bien la France pour vous répondre. Je pense que il n'y a pas vraiment de différence entre ce que font les Français ou les Allemands et les gens de Silicon Valley. C'est quand même les sujets d'intérêt allant de la réalité virtuelle
aux monnaies virtuelles, l'intelligence artificielle, aux wearables, au Internet of Things, et d'autres, c'est quand même un peu partout. Il y a des secteurs qui sont très très forts en Chine dans l'électronique, je crois qu'ils sont devenus imbattables. Ils ont une telle rapidité de déploiement et d'innovation, parce qu'il y en a partout. Donc là, c'est difficile d'avoir des secteurs vraiment innovants, peut-être en Europe ou même aux États-Unis. L'innovation est quand même assez internationale maintenant. C'est pas, et c'est pour ça aussi qu'on peut faire des sociétés partout. On n'a pas besoin d'aller, à mon sens, en Californie, ou en tout cas en Silicon Valley, pour faire de très belles entreprises. Il y a 30 ans, à New York, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a un écosystème à New York qui est phénoménal. Il y en a à Denver, il y en a partout aux États-Unis en réalité. Et quand on peut ne pas le faire en Californie, où la vie coûte abominablement cher, c'est mieux de le faire ailleurs, quoi. Parce que payer 3 mètres carrés, $2000, c'est ridicule, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même exorbitant. Lorsque j'ai convaincu les femmes de créer une entreprise, Ça, c'est la fascination pour les créateurs d'entreprises de ceux qui ne le sont pas. Où est l'étincelle, quoi? C'est ça, votre père. C'est comme... En tout cas, quand on a une idée, il ne faut pas avoir peur de l'avoir. C'est la seule chose. Il ne faut pas avoir peur de l'avoir, il faut se dire que ça peut ne pas marcher, mais que ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que c'est tout. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Moi, je ne fais pas de grands numéros sur la valeur de l'échec et tout le tralala, échouer 30 fois, et alors... Non, parce que quand même, on dépense de l'argent. Ça coûte cher d'échouer. Ça fait mal au cœur. Donc, mais bon, si ça ne marche pas comme on l'espère, c'est pas la fin du monde du tout. D'une manière générale, les femmes ont tendance à vouloir faire marcher les choses. Donc, on prend plus de temps. Mais c'est pas plus mal. C'est... Bon. Donc j'espère avoir éveillé une vocation. En tout cas, si vous avez des questions, vous avez mon email. N'hésitez pas. Merci. Merci.